Merci pour votre attention. Je suis Donald Bay, directeur du programme de la main et de l'orthopédie des membres supérieurs à l'hôpital pour enfants de Boston. Dans cette présentation, nous aborderons les indications et le calendrier des interventions chirurgicales courantes pour l'épaule en cas de lésion du plexus brachial à la naissance. J'ai rien de pertinent à divulguer. Notre ordre du jour pour les prochaines minutes consistera à répondre à ces questions courantes. Pourquoi les patients ont-ils une chirurgie de l'épaule après une lésion du plexus brachial à la naissance? Qui en profite le plus? Le moment de l'opération est-il crucial? Quels types d'interventions sont courants? Comme l'ont noté mes collègues, des études antérieures ont suggéré que 60 à 90% des patients récupèrent neurologiquement spontanément, laissant jusqu'à un tiers avec une déficience neurologique persistante et des limitations physiques. Pour la lésion typique du tronc supérieur, impliquant les muscles CF5 et CS6, les symptômes se manifestent souvent par des limitations des mouvements de la main. Cela se manifeste souvent par des limitations de l'abduction et de la rotation externe de l'épaule, comme on le voit sur le bras droit du patient ici. Dans ces cas, la chirurgie de l'épaule peut être utile pour traiter les restrictions de l'abduction et de la rotation externe. Outre les déficiences physiques, nous avons également découvert d'autres effets des déficits neurologiques persistants, comme l'argile sur un tour de potier, où la pression exercée par les mains peut influencer la forme de la poterie qui en résultera. De même, les muscles peuvent influencer le développement des articulations chez les jeunes enfants. Et un déséquilibre musculaire peut entraîner une déformation des articulations chez elles, enfants en pleine croissance souffrant d'une lésion du plexus brachial à la naissance. Des études menées à l'hôpital pour enfants de Boston et ailleurs ont démontré qu'un déséquilibre musculaire persistant peut entraîner une rétroversion glénoïdienne accrue et une subluxation de la tête post-tumérale. Et ces changements semblent progresser avec l'âge. Il n'est pas étonnant que le degré de dysplasie articulaire soit lié à un déséquilibre accru entre les muscles de rotation interne et externe. La perte de rotation externe passive est un indicateur clé de la dysplasie gléno-humérale. En plus de surveiller la récupération nerveuse et musculaire, il est essentiel que les soignants restent vigilants face à une possible dysplasie gléno-humérale progressive. En effet, il faut suspecter une déformation de l'articulation chez tout enfant présentant moins de 30 degrés de rotation externe passive lorsque le bras est en adduction sur le côté. Cette suspicion peut être confirmée par des examens d'imagerie avancés tels que l'IRM, le scanner ou l'échographie. Waters et ses collègues ont auparavant classé ces changements de type 1 à type 7, par ordre de gravité croissante, débutant par des modifications légères de la rétroversion glénoïdienne, puis des subluxations croissantes de la tête humérale, jusqu'à la dislocation complète de l'articulation gléno-humérale. L'échographie peut aussi être réalisée chez les jeunes enfants ou même les nourrissons pour évaluer la dysplasie de l'épaule, comme le montre l'étude de Bauer et ses collègues. La chirurgie de l'épaule peut alors être pratiquée pour rééquilibrer les forces qui s'exercent sur l'épaule, et la dysplasie gléno-humérale progressive est une autre indication d'intervention chirurgicale. Il est bien entendu que les interventions sur les tissus mous sont mieux réalisées sur le site, avant que la dysplasie sévère ne s'installe sur le site. Quels sont donc les types d'interventions possibles? La chirurgie combine souvent différentes techniques pour traiter les différents problèmes, notamment la contracture de la rotation interne, la faiblesse de l'abduction et de la rotation externe, ainsi que la dysplasie et la subluxation de l'articulation gléno-humérale. L'allongement musculo-tendineux du grand pectoral et du sous-scapulaire est généralement pratiqué pour traiter la contracture de rotation interne. Des transferts tendineux du latissimus dorsi et du terre major vers le deltoïde et la coiffe des rotateurs peuvent être réalisés pour améliorer l'abduction et la rotation externe. Un certain nombre de méthodes ont été proposées pour améliorer la dysplasie gléno-humérale, notamment les injections de toxines botuliques sur le site, la réduction ouverte et les capsuloraphies de l'épaule, voire les ostéotomies de la glène et de l'humérus. À quoi cela ressemble-t-il vraiment? Les allongements musculo-tendineux du grand pectoral se font souvent à la jonction M par des voies ouvertes pour améliorer la rotation externe avec l'épaule en abduction.
De même, des allongements du tendon du sous-scapulaire peuvent être réalisés par des voies d'abord ouvertes. Pour améliorer la rotation externe avec l'adduction du bras. La partie tendineuse supérieure du sous-scapulaire étant intra-articulaire. Des libérations arthroscopiques mini-invasives peuvent également être réalisées pour améliorer la rotation externe. Et compte tenu de la large origine musculaire du subscapulaire sur la face inférieure de l'omoplate, des allongements peuvent également être réalisés en libérant l'origine du subscapulaire par une approche médiale. Ce déplacement du muscle sous-scapulaire peut être effectué à travers de très petites incisions permettant ainsi d'allonger le muscle et d'améliorer la rotation externe passive de manière plus efficace. On peut transférer des tendons aux insertions du deltoïde et de la coiffe des rotateurs pour améliorer l'abduction et la rotation externe de l'épaule. Le transfert le plus courant utilise le latissimus dorsi et le teres major. Adducteurs et rotateurs internes puissants pour l'abduction et la rotation externe. Par voie ouverte. Ces muscles sont libérés de leurs sertions. Mobilises. Passes sous le deltoïde et fixes à la grosse tubérosité de l'humérus. Cette opération peut se faire par une approche transaxillaire ouverte. Comme pour l'épaule gauche de ce patient. Les tendons du latissimus dorsi et du teres major sont identifiés et libèrent de leur insertion sur l'humérus. Bien que les tendons puissent être identifiés séparément, ils sont souvent joints. Le muscle et les tendons sont mobilisés en s'assurant de l'excursion adéquate. L'implant est ensuite inséré sous le muscle deltoïde, juste à l'arrière du chef long du muscle triceps, puis est soigneusement cousu dans la grosse tubérosité de l'humérus. De nombreuses études publiées ont montré que le transfert des muscles latissimus dorsi, teres major, peut apporter des améliorations significatives dans la fonction de l'épaule. En général, les scores de Mallet peuvent passer d'une fourchette de 2 à 3 en préopératoire à une fourchette de 4 à 5 en postopératoire, comme le démontre ce diagramme. Outre l'amélioration de la fonction de l'épaule, le rééquilibrage des forces dans l'épaule peut stopper la progression de la dysplasie gléno-humérale progressive. Et lorsque les transferts de tendons sont combinés à une réduction ouverte de l'articulation ou à une capsulographie, il peut même y avoir un remodelage de l'articulation vers une forme plus normale, comme le montrent les IRM pré- et postopératoires présentés ici. Chez les très jeunes enfants atteints de dysplasie glaucomateuse précoce, la réduction fermée de l'articulation de l'épaule et l'injection de toxines botuliques dans les rotateurs internes tendus peuvent permettre de maintenir la réduction de l'articulation et ces méthodes peuvent retarder ou même réduire le nombre de patients nécessitant une intervention chirurgicale pour leurs articulations gléno-humérales. Inversement, chez les patients plus âgés présentant une dysplasie plus sévère, certains travaux ont porté sur des ostéotomies glénoïdiennes antiverticales pour rétablir un alignement plus normal de l'articulation et améliorer la fonction. Dans les cas de dysplasie gléno-humérale très avancée, y compris les luxations postérieures de la tête humérale avec aplatissement de celle-ci et modification de la glène postérieure, les interventions sur les tissus mous ne sont pas efficaces. Cependant, des améliorations fonctionnelles peuvent être obtenues avec l'ostéotomie humérale de dérotation, qui repositionne la main et le membre supérieur dans l'espace, facilitant des mouvements comme porter la main au cou ou à la bouche. Pour les patients soigneusement sélectionnés, nous favorisons la réalisation de cette intervention chirurgicale par une approche antérieure deltapédale, comme cela est montré ici. Nous préférons réaliser nos ostéotomies juste au-dessus de l'insertion du tendon deltoïde. Après la rotation de l'humérus, une fixation interne rigide permet d'optimiser la cicatrisation et le mouvement précoce. Et chez les patients présentant une contracture d'abduction et une proéminence anormale de l'omoplate médiale supérieure, un petit varus peut être intégré dans l'ostéotomie pour permettre une adduction plus naturelle et plus facile du bras sur le côté. Même dans ces cas de dysplasie profonde, des améliorations de la fonction de l'épaule peuvent être observées avec des scores Mallet agrégés de 13 à 18, bien que, bien sûr, la dysplasie articulaire reste inchangée. En bref,
les limitations persistantes de l'abduction et de l'extrarotation, ainsi que la dysplasie gléno-humérale progressive, restent les principales indications chirurgicales pour l'épaule chez les patients avec une lésion du plexus brachial à la naissance. La chirurgie de l'épaule inclut les allongements musculotendineux des rotateurs internes, les transferts de tendons, pour améliorer l'abduction et la rotation externe, et les procédures de rééquilibrage ou de réduction articulaire, pouvant améliorer la fonction et la morphologie de l'articulation de l'épaule. Chez les patients avec une dysplasie gléno-humérale plus sévère, les ostéotomies de dérotation de l'humérus offrent un gain simple, fiable et reproductible pour la fonction du membre supérieur. Merci pour votre attention. J'espère que cela vous a été très utile pour envisager les opérations secondaires de l'épaule chez ces patients.